Bonjour, mon nom est Sylvie Laplante. Je suis étudiante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM et je suis aussi responsable des communications et de l'accueil des invités au programme ICI. L'équipe du programme ICI reconnaît la nation Kanien'kehá:ka Mohawk comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Sachez qu'il y a un délai de 30 secondes dans la transmission sur YouTube, ce qui fait que l'information n'est pas reçue immédiatement. Donc, merci de tenir compte de ce délai. Nous remercions nos partenaires, l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, le doctorat en études et pratiques des arts et le don des professeurs au fond du programme ICI à la Fondation de l'UQAM. L'équipe du programme ICI est composée de Gisèle Trudel, professeur à l'École des arts visuels et médiatiques, ainsi que de Stephen Caulfield, aussi professeur, ainsi que des étudiantes, Amélie Brisson-Darvaux, ainsi que moi-même. Pour cette conférence-discussion, le programme ICI est fier d'accueillir les invités en s'associant à la chaire de recherche du Canada Médiane et au réseau Hexagramme dans le cadre de la première édition des rencontres interdisciplinaires en plateforme web et portant le titre Sympoétique, le partage de l'agir et de l'autonomie. Ce titre renvoie au néologisme créé par la Canadienne Beth Dempster pour proposer une solution de rechange aux analyses d'urbanisme centrées sur le concept d'autopoïèse. Le symposium se pense sous ce concept clé de la distribution et du partage, comme élaboré par la suite par Donna Haraway. Le sujet autonome est une fiction. L'autonomie, comme l'agir d'ailleurs, n'existe que par, avec et dans le partage entre de multiples forces, matérialités, processus et identités humaines et autres. La relation, le partage, la coextension sont des processus sympoétiques. Aujourd'hui, on accueille Isabelle Miron qui va s'entretenir avec Domingo Cisneros et Antoinette de Robien à propos du livre La guerre des fleurs, Codex Ferus, paru chez Mémoire d'Encrier en 2016 et traduit de l'espagnol par Robien. D'origine mexicaine, l'artiste, écrivain et chercheur Domingo Cisneros a joué un rôle de chef de file dans la montée d'un art engagé envers les défis que pose la crise écologique et le mouvement d'autodétermination des artistes autochtones contemporains au Québec. Franco-anglaise, émigrée au Canada au début des années 1990, Antoinette de Robien est une écrivaine, traductrice et artiste multidisciplinaire. Elle est l'auteure de scénarios de longs métrages et de nouvelles. Ses écrits ont paru dans divers recueils et revues littéraires, des arts et du cinéma. Cisneros et Robien ont fondé le groupe Territoire culturel et le CREAF, qui est le Centre de recherche et d'expérimentation des arts forestiers, en l'an 2000. Isabelle Miron est écrivaine, traductrice et professeure de création au département d'études littéraires de l'UQAM. Elle vient de terminer le projet de recherche-création Récits nomades, à partir duquel elle a dirigé et écrit L'État nomade, essai sur les liens entre création et voyage, qui sortira aux éditions L'Instant même en 2021. Et c'est à elle que je passe l'écran pour qu'elle nous amène dans cette discussion sur la pratique de Domingo et le travail d'Antoinette. À toi, Isabelle. Merci Sylvie. Donc, tout d'abord, je dois dire que je me sens extrêmement privilégiée de faire cette entrevue avec vous deux, Antoinette et Domingo, que je connais depuis notre séjour sur la rivière Mingan. On avait été invités par la communauté Innu suite à l'écriture du livre qu'avait dirigé Laure Morali, le livre Aimitito Parlons-nous, qui était paru en 2008. Laure a d'ailleurs préfacé le livre dont on va parler aujourd'hui. Donc, nous dormions sous la même tente, je me souviens, c'était un événement mémorable. J'ai ensuite fait partie du conseil d'administration du groupe Territoire culturel, qui est l'organisme fondé en 1999 par toi-même, Domingo, et par Antoinette de Robien,
et auquel je me suis jointe en 2011 en tant qu'administratrice. Et pour le petit clin d'œil, j'avais à ce moment-là, en 2011, mentionné le nom de Gisèle Trudel comme allié potentiel du groupe Territoire culturel. Donc, c'est assez comique qu'on se retrouve ici tous ensemble ce soir. Donc, Domingo, j'ai relu pour l'occasion de cette entrevue ton magnifique livre, La guerre des fleurs. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est là, un très beau livre. Et donc, je suis vraiment contente qu'on puisse lui rendre hommage aujourd'hui dans le cadre de ce Sympoétique, qui est un peu comme on l'a présenté, comme ton livre, sous le signe de la relation, du partage, de l'autonomie et de l'agir. Ce livre n'aurait certainement pas vu le jour sans le soutien indéfectible de la traductrice, ta conjointe Antoinette, qui a joué un rôle majeur tout au long des années de rédaction jusqu'à la publication. J'ai d'ailleurs des questions pour toi, Antoinette, à ce sujet, mais je vais tout d'abord commencer par une ou deux questions à Domingo. Donc, Domingo, une chose qui m'a frappée tout au long de ma lecture du livre, et particulièrement du Codex Ferrus, donc la partie principale du livre, c'est ce grand désir qui transparaît à chaque ligne d'une transmission d'un savoir ancestral. C'est un savoir millénaire, c'est incroyable, un savoir que tu sais être l'un des rares porteurs. Oui, on comprend que tu t'adresses à un membre des Premières Nations. Le Codex Ferrux a été écrit, comme tu m'avais expliqué, suite à la fin abrupte en 76 du Collège Manitou, qui est le premier collège autochtone établi en 74 à la Macasa. Mais le fait de publier ton livre dans une maison d'édition reconnue, bon, des années plus tard, Mémoire d'Encrier, a comme conséquence que le savoir de ce livre peut être transmis à d'autres personnes. Donc, ma première question va dans ce sens. Lorsque tu écrivais ce livre, à qui tu t'adressais dans ta tête? Oui, on pense que c'est un membre des Premières Nations au départ, mais est-ce que ton lectorat imaginaire s'est élargi avec la perspective de la publication ou tout au long de la rédaction du livre? Parce que je crois que ça s'est échelonné sur plusieurs années. Donc, en d'autres mots, à qui s'adresse ton livre? À qui s'adresse maintenant ton livre? Domingo. Bon, le livre s'adresse, c'est vrai, à les nouvelles générations, ce que nous on appelle jusqu'à la 7e génération. Donc, pour la jeunesse, pour les enfants, pour le futur, et pas seulement des Premières Nations, mais c'est dirigé à tout le monde, à tous la relève, que j'espère qu'elle vienne très, très forte, et continue à être forte. Mais quand tu l'as écrit au début, est-ce que tu pensais déjà à la relève ou au départ, c'était seulement un livre qui était écrit pour les membres des Premières Nations, puis ensuite, ça s'est transformé, ce désir-là d'ouvrir, ou c'était déjà au départ une ouverture à tous? Bon, la type de connaissance que je parle dans le Codex Ferrus, d'abord, il faut préciser qu'il était avant presque pas interdit, mais très, très, très contrôlé le passage de pouvoir, non? Quand au temps du collège Manitou, je disais que ce serait bien de dans une nation, mais pour toutes les nations ensemble, c'est pas assez fort et assez élargi. Et donc, j'ai proposé une ouverture, de réaliser les passages tout de suite, qu'il reste avec nous comme une sorte de secret, une sorte de confiné, tout ça. Pour moi, c'était passer à la connaissance au plus vite possible. Oui. Non? Passer la connaissance, c'est exactement ça. Puis c'est une connaissance qui... Je veux dire, moi, j'ai jamais vu ça, une connaissance aussi fine de la forêt. Ben, c'est comme si on se retrouvait, je sais pas, moi, il y a 500 ans, en plein mode de survie. Tu connais tout, en fait. Tu connais tout. Tu connais toute la forêt de A à Z. C'est assez impressionnant. En fait.
D'autant plus que tu es un Mexicain, ça c'est une autre question que j'avais en tête, mais tu es un Mexicain d'origine, et puis tu connais la forêt québécoise, laurentienne, comme le fond de ta poche. C'est sûr que ça fait des années que tu vis ici, mais c'est comme Ah, si ce savoir ancestral, ben, il dépassait les frontières complètement. oui. Ah, souviens-toi que moi, je viens du nord du Mexique. Et dans la terre, disons, de ma mère, à Tepehuanes, dans la Sierra Madre, on a les loups, les ours, les sapins, les pinettes, les cèdres. C'est la même chose parce que c'est très haut. C'est 2500 ou plus, 3000 mètres d'altitude. On trouve tous les conifères et la vie pareille qu'ici au Québec, non? Les renards, les chevreuils, mais tout, à l'exception de l'orignal OK. et au Je comprends caribou mieux. du nord. Mais Ouais. depuis mon enfance, j'ai cet amour pour la forêt, non? Cet grand respect aussi, non? Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc merci, ça éclaire. J'ai une autre question pour toi, Domingo. Euh, Oui. une des forces, selon moi, de ton livre, c'est vraiment cette alliance que tu fais et qui est fondamentale chez toi entre l'artiste, son art et ce que tu appelles les lieux sauvages, OK? Qui permettent d'accéder à, je te cite encore, un autre genre de connaissances. OK? Et ça, c'est à la condition qu'on remette en question notre conception occidentale moderne de l'art et de l'artiste, en tant que personne isolée, séparée des autres, supérieure, spécialisée dans son domaine unique. Donc, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de cette conception de l'art et de l'artiste que tu, que, qui est dans ce livre-là et que j'imagine tu endosses totalement. Ouais. Ben, je parle, disons, d'une art guerrière. Je ne me considérais pas pendant beaucoup de années comme artiste, mais comme un guerrier culturel, Hmm. non pour la C'est-à-dire culture un en guerrier. général. Guerrier culturel, oui, Pourquoi plutôt guerrier? qu'un artiste. Parce que la situation des Premières Nations, comme on se percate aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans les médias, et bref, dans notre petite histoire, c'est une bataille continuelle, non? C'est une bataille après l'autre, non? Moi-même, j'ai passé beaucoup d'années ostracisé par le racisme, non? Jusqu'à que devienne la mode de célébrer les 500 ans de la découverte ou 350 ans de la ville de Montréal ou 400 ans de la ville de Québec. Et là, oui, on s'est ouvert les musées de tous, bon, mais ça durait comme un flamme, non? Il Mhm. faut mais pour arriver à ça, à exposer dans ces grands musées, il a fallu des années de lutte, non? Ouais. De Ouais, je comprends. batailles continuelles, non? Ouais, tout à fait. Puis je me Oui. souviens des expositions que tu as fait. Mais cet autre genre de connaissances-là dont tu parles dans ton livre, là, qu'est-ce que c'est? Cet autre genre de connaissances, qu'est-ce que c'est? Mais c'est à la fois une connaissance de la nature et une connaissance de toi-même. Ah oui, C'est c'est ça. les deux, non? C'est ça, c'est C'est ça. le plus que tu cherches des choses à découvrir dans la forêt, le plus que tu te développes toi-même, ton intérieur, ta Oui. compréhension aussi de la réalité, de la vie en général, non? Oui. Donc, c'est un mix. Et pour moi, je le dis, je ne sais pas où, la création, c'est la force la plus puissante qui peut exister, non? Mhm. Mhm. L'imaginaire, non? Donc, Ouais. dans la création, c'est pas seulement, je voudrais pas être seulement un technicien à huile ou à l'acrylique ou au graphisme ou la vidéo, je ne sais pas quoi, non, un technicien.
Non, Exact. j'ai pensé, c'est élargir plus, non? Ouais, Pas se fermer dans un seul compartiment. exact. Donc, dans ce sens, je me sentais très renacentiste, disons, non? Et aussi, pour moi, l'autre partie de la créativité, c'est aussi l'invention, l'état pur, le Ouais. plasma, la placenta de toute la créativité. Non, c'est d'abord l'invention, ça commence une idée, une chose, ou une vision, quelques petites choses, un flash, puis voilà, Ouais. non? Mais c'est cette mix de tout que, je ne sais pas, que, mais aussi des circonstances, non? Souviens-toi que je suis né dans une maison funéraire, non? Oui, Et que mes oui, premiers jobs d'enfant étaient d'ouvrir et préserver des cadavres, faire les manicures, les arranger. Aussi, j'ai travaillé dans des abattoirs, non, avec mon oncle José, qui était le propriétaire d'une boucherie. Donc, j'ai appris depuis enfant à tuer toutes sortes d'animaux, les dépecer, les ouvrir, les blablabla. ce qui éclaire Ça, un peu, forêt, nature, tout ensemble. Ouais. exact. Je Ce sais qui pas. éclaire un peu, ce qui éclaire un peu ta conception de l'art, de l'artiste en tant que guerrier, mais aussi en tant que quelqu'un qui est 100% connecté à la vie. Donc, cette idée de guerrier, c'est, c'est, euh, c'est lié à quelque chose de très vital, de très vital. La beauté de la nature aussi, c'est pas quelque chose de seulement on part en guerre. C'est pas de cet ordre-là. C'est vraiment un alliage entre vie et mort qui se complète énormément. C'est Ouais. ça, c'est la vie, la mort en même temps. Non? Moi, pour faire mon art, les premiers 30 ans de ma vie, mais j'étais trappeur, chasseur, et guide, etc., toutes ces sortes de choses. Non? Et puis, j'avais beaucoup de matière, pour le dire comme ça, avec l'excuse de mes animaux. Mais je voyais que beaucoup de chasseurs ont tué, puis ont laissé même les cadavres. Jamais pas ça, je allais, je les ramassais. Les deux rapports de la région qui restait encore en couple, il y a 50 ans de ça, me disaient qu'on m'apportait, disons, 20-30 castors, sans la peau, bien sûr, rien que tout gelé. J'avais ouvert la maison le matin, puis trouvé 3 sources, 20 loups. Tout le monde, même les gardes-chasse, tout le monde m'apportait des choses, non? Et la même chose que j'ai attrapé. Donc, je travaille avec la mort tout le temps. Et dans la forêt, la mort est si présente comme la vie. C'est la même chose. Exact, C'est une exact. chose mange une autre. Comme je dis, si on marche, on tue à chaque pas, on tue je ne sais pas combien de petits microbes, de petites choses, de petites fleurs. Et tout est un massacre, non? Et puis c'est quotidien, non? Exact. Et puis ça, Et c'est ça change de c'est ça. ouais. C'est ce qui fait, je trouve, la différence aussi entre, puis on en reparlera dans une autre question parce que un peu plus tard, mais la mort, la différence entre la mort qui régénère et la mort cul-de-sac, comme dans les sables bitumineux, par exemple, comme dans la surexploitation. Il y a deux types de morts. Puis toi, tu utilises beaucoup la mort qui régénère. Donc, il y a quelque Oui. chose qui est vraiment, qui fait partie de la vie. Je vais te C'est poser ça. une autre question avant de poser ma question ma grande question que j'aimerais poser à Antoinette, mais j'aimerais t'en poser une petite dernière, puis avant, pas une dernière, mais enfin, pour l'instant. Euh, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ton livre aussi, c'est euh, la position que tu endosses dans la relation avec la personne qui reçoit ton enseignement. Donc, toi, en dépit du fait que tu as un savoir, que tu es porteur d'un savoir millénaire, tu ne te poses pas en maître
ou en gourou, là, évidemment, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, tu te poses pas en maître, ton enseignement se fait pas à sens unique, donc, et non plus hiérarchique de toi vers un autre. C'est pas du tout comme ça. Non, toi, en tant que créateur, tu es l'un des maillons d'une chaîne de transmission et toi aussi, tu apprends de cette relation. Donc, j'aimerais ça que tu me parles de, ce, de, ce, de cette relation que tu as avec la personne qui reçoit ton enseignement. Ben, la personne que Codex Ferus, en spécial, on parle de Codex, s'est adressé, oui, à un disciple, entre guillemets, je ne veux pas le dire comme ça, mais qu'il vient à apprendre, non? Ce n'est pas toi qui allais chercher ou faire le commerce de ton savoir, non? Mais tu attends. Si quelqu'un s'intéresse bien à toi, OK, là, tu passes. Mais une fois que tu commences à passer la connaissance, on devient presque un art de type sacré, très de profondeur, où tu le passes à les jeunes qu'il faut respecter, il faut être authentique toute sa vie et jamais trahir les principes éthiques, non? Surtout une éthique, pas une morale chrétienne, mais une éthique en général, non? Jamais. Et pas faire de mal aux autres, et quand il faut tuer, demander pardon, et toutes ces sortes d'enseignants vers comment se comporter dans la vie, dans la forêt, fait que tu demandes ce qui vient que soit toujours authentique et que ne trahit pas l'office, notre métier. Non. Justement, justement, merci Anthony, voyons, Domingo, c'est vraiment très intéressant. Mais justement, l'officio, l'office, ça m'amène directement à la question d'Antoinette. J'ai une grande question pour toi. En fait, je vais te donner mes deux questions. La première, c'est que je suis très curieuse de savoir ton rôle dans l'histoire, parce que je pense que ça a été toute une histoire, toute une saga entourant l'écriture et la publication de ce livre. Et puis, l'officio, j'aimerais ça, l'office, le terme que... Donc, je viens de comprendre que c'est Domingo qui l'avait choisi, mais en français, ça a plusieurs sens. Un des sens, c'est fonction, charge exercée par quelqu'un, tâche dont on doit s'acquitter. Mais c'est dans un contexte religieux, ça signifie aussi prière, cérémonie. Donc, bien sûr, tu étais consciente, Antoinette, de l'écho de ce terme qui est peu utilisé en français. Donc, je me demande si tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce mot, la vision holistique qu'il propose et plus largement aussi l'expérience qu'a été la traduction sur plusieurs années de cet ouvrage, Antoinette. Alors, pour répondre à la question sur le mot office, d'abord, j'ai pas été chercher très loin, j'ai traduit littéralement le mot choisi par Domingo. D'une façon générale, j'ai essayé de rester très près de l'original en espagnol, sachant que le livre, ce qui est une particularité, ne serait pas présenté dans la langue originale au public en premier, mais bien en français. Donc j'avais une responsabilité un peu inquiétante d'arriver à faire connaître le texte de Domingo sans que la traduction prenne trop de place. Donc première des choses, je dirais respect et fidélité au texte original. Mais surtout, le mot officio avait beaucoup de sens parce que on en a discuté bien sûr avec Domingo, mais ça représentait surtout le métier, très humble, le métier dans le sens de craft en anglais, c'est-à-dire un métier avec ses outils, ses tâches, ses obligations, comme tu l'as mentionné tantôt, mais aussi le devoir moral qui accompagne une fonction. C'est-à-dire que quand tu es à un office, tu as des choses particulières, précises à accomplir, tu es tenu de les faire. Autrement dit, il y a vraiment un lien entre le rôle et la charge. Tu ne peux pas juste exercer ton métier, tu l'endosses avec les présupposés éthiques, moraux qui vont avec. Alors ça semble peut-être un peu, comment dire,
un peu théorique et un peu dogmatique, mais c'est cette charge morale, cette responsabilité individuelle d'abord. Je dirais aussi qu'il y a un autre aspect qui est lié au terme office, c'est que c'est une charge qui t'est transmise par quelqu'un, à l'origine par un souverain, à un individu ou à un subordonné. Donc, quand tu reçois un office qui peut se transmettre de père en fils ou de génération en génération, il y a, je dirais, un sens de l'honneur et d'une fidélité à une lignée, presque à une dynastie. Et comme le narrateur du codex a lui-même reçu apparemment je dirais, ses talents et ses devoirs de création d'une autre d'ailleurs, on ne sait pas très exactement de qui, mais Domingo s'adresse à un grand esprit, s'adresse à des forces avec un F majuscule, qu'il convoque, qu'il invoque. Il y a des conjurations, il y a des invocations, il y a toutes sortes de manières d'appeler ces forces pour qu'elles soient agissantes et qu'elles rentrent dans le processus de création. Alors, il faut faire attention parce que c'est pas dans le sens d'un gourou, comme tu l'as dit, qui transmet un disciple, mais bien d'un homme, d'un vivant, je dirais, qui transmet un apprenti plutôt qu'un disciple. Et puis, si on voulait le rapprocher de son sens religieux, que je ne mettrai pas vraiment de l'avant, mais qu'il faut peut-être rappeler quand même, c'est qu'un office, c'est pas juste une prière, en général, ou une partie d'une messe, c'est la partie obligatoire d'un rituel religieux. Donc ça rejoint l'idée que on ne peut pas y échapper d'une certaine manière, que notre fatalité, notre destinée est liée à la charge qu'on accomplit. Donc le mot office était un peu désuet en français, je ne savais pas trop si ça allait bien passer ou pas, mais on a choisi, en fait on ne s'est pas tellement posé la question, il fallait le garder parce qu'il a cette largeur d'interprétation et en même temps il rappelle vraiment la fonction de l'artiste telle qu'elle est vue par Domingo. Exact, exact. Il rayonne ce mot d'une certaine façon. Oui. Et puis, Mais merci. Non, je t'en prie. Pardon, Antoine? Je voulais juste dire aussi qu'il y avait quand même un côté de labeur, de tâches répétitives, d'ouvrages 100 fois recommencés, ça n'efface pas le côté laborieux quand même de tout ce travail, de l'usure aussi qui va avec, de la fatigue du créateur, de l'artiste, de l'engagement physique très fort, de tout comment dire, le côté corporel de l'engagement physique, de toutes la souffrance charnelle, les outils, les mains qui font mal, le dos qui est courbaturé, l'esprit qui est chargé, encombré de tâches parfois douloureuses, pénibles. Et Domingo met en garde en disant il ne faudra pas que tu aies peur de te salir les mains, d'être touché des choses ensanglantées avec des matières sales, de la putréfaction, etc. Donc, ça fait partie de cette incarnation très viscérale de la tâche, de l'office, en fait. Mais c'est drôle parce que peut-être pas tous les mots, mais il y a plusieurs des mots que tu utilises pour parler de cette tâche parce que je suis une traductrice moi aussi, je sais à quel point ça peut être un corps à corps avec les mots quand on se met à traduire un texte qu'on aime et auquel on adhère d'une certaine façon. On dirait que je t'entends parler aussi de la traduction. Du travail que toi t'as fait. Est-ce que ça a été ça ou non? Est-ce que ça a été... Quel est ton rôle? Je voulais savoir, mais aussi comment tu as pris ça de traduire ce livre? Bah écoute, d'abord comme une grande chance, comme un choc littéraire d'abord, parce que ma première rencontre, si je puis dire, avec ces textes, c'était pas avec un livre terminé et abouti qui ne restait plus qu'à traduire, c'était avec des boîtes en carton remplies de fragments de manuscrits éparpillés. Domingo m'a autorisé à fouiller un peu dans ces boîtes, à en extraire certains fragments. Et puis quand j'ai vraiment commencé à comprendre de quoi il s'agissait, j'ai été complètement interloquée et stupéfaite de la force de ces petites capsules paragraphes isolés. À force de fouiller dedans, je lui ai demandé la permission de les retranscrire. Et puis, je ne comprenais pas très bien pourquoi ça n'avait pas été publié.
il me disait qu'il y avait des extraits d'un roman, des extraits d'un manuel de survie, il y avait un projet de grimoire, il y avait des déclarations d'artistes, il y avait des poèmes, toutes sortes de manifestes, fragments, débris, je dirais, même qui me semblaient plutôt être des pépites extraordinaires. Et donc a commencé en fait un travail de tout simplement de transcription de ces textes, de comparaison ensuite, de relecture, parce qu'il y avait par exemple 4 ou 5 versions de poèmes sur la lune, 10 versions différentes de comment tanner une peau de chevreuil, quoi faire avec les cendres, avec les huiles. Il y avait des délires un peu, je dirais pas ésotériques, mais il y avait des niveaux, des registres très différents de textes. Mmh. Donc Mmh. mon travail a plutôt consisté pendant, je dirais, les premières années à bon, quelques mois pour retranscrire tout le matériel, y compris, des fictions, des extraits de romans, des romans entiers, enfin il y avait de toutes sortes de choses et de comprendre l'intention de Domingo. Pourquoi c'était pas publié? Pourquoi il y avait autant de matériel non exploité? Et puis, Mmh. j'ai compris qu'il y avait 2 grands projets. Un projet de roman, La Parabole, qui est un roman autobiographique qui raconte un peu son périple, ses vagabondages au Mexique et une sorte de quête initiatique, à la recherche de son père, de son enfance et ensuite toutes sortes de, euh, voilà, de vagabondage. Euh, Roman qui est... j'en parle parce que le codex en fait partie, en fait, je vais y arriver assez vite. Euh, Dans ce roman, il y a 3 personnages qui sont les alter ego de Domingo, et l'un de ces personnages écrit déjà le Codex Ferrus. Et en fait, la plus grande partie du roman, c'est je dirais un livre à l'intérieur du livre lui-même qui est un récit écrit lors d'une traversée de l'Atlantique sur un navire qui s'appelait El Cabo San Roque, qui est parti de Barcelone en avril 1972 et qui est arrivé 3 ou 4 semaines plus tard à Barcelone. Durant cette traversée, Domingo a écrit un journal de voyage assez fantasque et drôle, et un des personnages lit le Codex Ferrus. Donc, ça veut dire qu'en 1972, il avait déjà en tête ce Codex Ferrus, peut-être pas sous la forme actuelle, mais l'idée, en tout cas, était présente déjà. Après, il y a eu donc le collège Manitou, après, il y a eu la fermeture du collège, je crois que le besoin d'écrire des tas de notes, comme il a toujours fait toute sa vie, d'écrire des fragments, des pensées, ses mouvements d'humeur, sa rage et sa colère quand il n'arrive pas à créer, sa fatigue. Il ne cache pas tous les, comment dire, les obstacles du quotidien et en même temps l'espèce de force surnaturelle qui fait il faut continuer à créer. Donc j'ai pataugé un peu dans ces textes. Ensuite, c'est devenu je dirais une concertation plus ciblée, à savoir est-ce qu'on ressuscitait le grimoire originel, est-ce que ça devenait, mais il ne fallait pas que ça devienne un espèce de Harry Potter forestier ou un livre de recettes chamaniques. Enfin, il fallait essayer d'éviter toutes sortes de pièges et de ne pas tomber dans une sorte de facilité un peu commerciale et de faire un truc trop sensationnel. Donc on a fait et défait, je dirais, comme un peu un montage de cinéma. On a pris ces différentes versions, on les a montées et démontées. Et c'est ça qui a duré des années, c'était pas du tout la traduction. Après, le deuxième enjeu, c'était de savoir s'il fallait produire 2 textes distincts, le roman, la parabole, et le Codex Ferrus séparément, ou les mélanger. Et on a tenté un défi un peu invraisemblable, qui était de les faire fusionner, parce qu'on trouvait qu'il y avait des échos. Déjà, de par la fiction, un des personnages faisait référence au Codex, donc ça aurait été intéressant de pouvoir lire des extraits du Codex dans le roman. Ça commençait comme ça. Et pendant quelques années, ce qui est un peu fou, c'est de dire que ça a duré aussi longtemps, mais c'est parce qu'on était un peu trop perfectionniste et qu'on voulait arriver à un produit extraordinaire. Et bon, on s'est arraché les cheveux un peu pour rien, mais on a essayé de faire fusionner les 2 romans, le roman et le Codex. Quand finalement on y est arrivé, ça a donné une espèce d'objet littéraire un peu lourd et encombrant qui, je crois, était difficile à accepter pour un éditeur classique. Donc ça a été refusé par les premiers éditeurs à qui on l'a envoyé. Et on a un peu désespéré, on s'est dit, bon, il faut peut-être les dissocier à nouveau et faire deux bouquins séparés. Donc on a redéconstruit tout, en refaisant je ne sais pas combien de versions pour être satisfait. Et puis bon, ça n'aboutissait pas, jusqu'au moment où Laure Morali, une de nos amies et ton amie aussi, une amie commune, qui connaissait bien la démarche de Domingo, nous a proposé une chose toute simple. Elle a dit, mais pourquoi vous ne publiez pas que le Codex ?
Et de là, elle est née, pour compléter l'ouvrage Codex, l'idée de réunir d'autres textes, de mettre des textes qui avaient déjà été écrits et traduits, comme L'Esprit des lieux qui est au début du livre, et de rajouter à la fin des poèmes méconnus de Domingo. Donc après, ça a été assez rapide. En fait, je connaissais déjà bien les textes, donc c'était assez fait. Je dirais pas facile, mais plus rapide comparativement de traduire. Voilà. Incroyable quand même, quelle incroyable saga, mais c'est ça. Des fois, c'est fou ce qu'il y a derrière un livre. On ne s'imagine pas, ça vaut cher le mot. Euh, J'aimerais, parce qu'il reste peu de temps et je sais qu'on va prendre les questions du public. Mais j'aurais idéalement une question au moins, peut-être deux, à te poser, Domingo. J'ai oublié de te remercier, Antoinette. Merci beaucoup pour ta longue explication. C'était vraiment super. Domingo. Donc, au début de ton enseignement en tant que tel, dans ton livre, euh, tu dis, dès le début, là, celui qui reçoit ton enseignement, il ne doit pas le gober ou l'idolâtrer, mais bien l'intégrer, le mettre à l'épreuve. C'est intéressant parce que c'est pas comme si c'est pas quelque chose qu'il faut que toi tu donnes, puis que c'est un bijou, puis c'est à préserver. C'est pas du tout ça. Tu dis même, tu pourras l'améliorer, le modifier, en faire ce que tu voudras. Donc, ça veut dire que tu veux pas que ton savoir reste toujours le même. Tu veux qu'il reste vivant, puis le vivant implique qu'il se modifie, qu'il change. Donc, c'est le contraire de l'institutionnalisation, par exemple, d'une parole sainte. On reste dans le message vivant et sa transmission repose justement sur ce vivant. Donc, à mon avis, on est justement dans un type transmission, de partage qui vise l'autonomisation et la collaboration, et non pas, par exemple, la soumission ou la séparation avec les autres, qui aussi ce qui rejoint le thème de ces poétiques. Mais j'aimerais bien que tu nous parles de cette façon d'enseigner. Et ma dernière question, je vais la poser tout de suite, juste peut-être que tu pourrais répondre aux deux en même temps, parce que le temps file. C'est à propos des ravages qui sont causés par la pollution. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire entre les deux questions. On va commencer d'abord par la première. Donc, comment nous parler de cette façon d'enseigner où on transmet, mais on transmet quelque chose qui va éventuellement évoluer? Oui, c'est que disons, la connaissance qu'on peut avoir ou que je peux avoir personnellement sur la forêt, c'est une toute petite chose, non? Chaque jour, j'apprends encore, non? Et ce que je passe à l'apprenti, disons, je sais qu'il va changer, qu'il va s'adapter à sa personnalité, à son lieu à son habitat, où il travaille, où il vit, qu'il va le passer d'autre façon à ses enfants, ou peut-être va disparaître, on ne sait pas, non? Mais si je le laisser comme une chose fermée, une connaissance fermée, c'est d'abord très prétentieuse de ma part de faire une chose pareille. Je n'ose pas le faire, non? On tombe dans le gourouisme, non? Et puis moi, je déteste toujours ça. La seule chose que je peux dire, c'est que une chose que j'ai appris en enseignant au Collège Manitou, c'est que tu les enseignes pas en parlant, en les essayant de les convaincre ou c'est par l'exemple. Par l'exemple. Une fois que tu montres ou que tu une chose, c'est l'exemple qui compte. Donc, pour le professeur, il te demande d'être le plus authentique possible et pas te laisser vaincre pour des petites faiblesses ou des petites choses qui va faire exploser toute ton intention de passage de cette connaissance, non? Et aussi, par exemple, j'étais très fier que quelques-uns de mes étudiants, tout de suite, disons, si on travaillait, disons, une fourrure, un cuir, soudainement, quelqu'un un jour est venu, puis avait incorporé des pièces électroniques. Il a dit, waouh, mais c'est génial, non?
moi, jamais le ferais, non? Parce que moi, j'étais encore, disons, comme 100% pur, un peu orthodoxe à l'ancien, disons. Mais que je permettais que ça ouvre tout, non? Que ça Oui. change. Par exemple, au Collège Manitou aussi, un autre exemple qui peut éclairer ici un peu les choses, c'est par exemple, je les disais, il y a un mocassin au musée d'histoire naturelle ou d'histoire ou whatever, non, des temps de la conquête, puis elle est restée comme ça. Si on va dans les magasins de souvenirs, on va trouver que c'est le même mocassin. Exact, exact. Mais si on cherche un peu dans les propres musées, on peut voir qu'en arrière de la colonie, il y avait des autres styles de mocassins, que les mocassins changeaient tout le temps. Le fait que la colonisation a interrompu ce processus et il a coupé ce changement à rester un objet de souvenir. Exact, c'est-à-dire... Pour moi, c'était nécessaire, impératif de passer la connaissance traditionnelle et comment faire traditionnelle, mais avec une pensée contemporaine. Oui, exact. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que même la connaissance, elle est vivante. La personne qui transmet est vivante, la connaissance qui transmet est vivante. Et puis c'est ça qui m'amène aussi avec la dernière question parce que tout ce vivant-là se fait dans et dès les années du début là, du Connex Ferus, là, ça se fait dans un contexte où tu es conscient des ravages causés par la pollution. Tu soulignes que la forêt et tout ce qui l'habite, déjà, j'imagine, dans les années 70, déjà, meurt lentement. On n'ose pas imaginer maintenant. En fait, tu places justement ton enseignement sous le signe sous cette perspective-là de la mort aussi. Donc, il y a la mort qui régénère, puis aussi la mort on est en train de le subir, là, même présentement. Donc, et puis, donc, tu précises dans ton livre, puis là, je vais te citer, tu dis, mais le cercle est en train de se refermer, c'est pour cela que tu es ici, pardon, c'est pour cela que tu es ici, donc tu parles à celui qui reçoit ton enseignement, celui ou celle, c'est pour cela que tu es ici, qu'ils t'ont envoyé à moi pour te préparer, pour que tu occupes ma place, mes obligations. C'est pour cela que les ossements reviennent et prennent forme. Et pour cela que tu es ici, pour avoir un futur. Pourrais-tu nous parler de ce futur dans ce contexte de urgence climatique, pandémie, etc.? Le futur, ça continue à être une bataille, pire que jamais, parce que les situations où on est confronté partout, d'échauffement, de politiquement, de médicalement, de partout, ça va très mal, non? Et donc, le futur, pour moi, c'est battre pour la vie, non? Pour la vie et puis continuer, non? Continuer, et comme on le dit, c'est de pire en pire. Des fois, le désespoir m'envahit, mais il faut continuer, non? Il faut renaître à nouveau et renaître, et continuer à renaître. Ouais. Que c'est beau. C'est sûr que ça nous donne un peu c'est ça, je dirais peut-être pas un espoir, mais au moins une force pour se combattre, parce que d'une certaine façon, les guerriers, là, d'une certaine façon, c'est nous aussi. Je veux dire, il faut par rapport à ce qui se passe là, dans l'environnement, tout ça, c'est nous, les guerriers, c'est tout le monde. Si on veut bien que ça change. Oui. Si on veut essayer que ça change. Oui, oui. C'est plus que jamais l'importance de la lutte des femmes
avec pour tout ça, non? Et ce que je vois maintenant et que j'espère que soit un peu comme avant, sans être récessionné pour aller en arrière, mais je pense qu'il se vient une sorte de nouveau matriarcat très fort. Dans les Premières Nations, c'est les femmes toutes qui sont les plus fortes maintenant dans tous les arts. Et j'ai beaucoup de confiance et je vous envoie beaucoup de remerciements. Ouais, merci. Merci. Je ne sais pas si on a des questions du public. Je ne sais pas si on peut, on va donc, avant de passer aux questions du public, on pourra certainement peut-être parler encore un peu parce qu'il y a le Codex Ferrus, mais il y a aussi d'autres textes. Antoinette en a parlé un peu des autres textes. Donc, selon toi, l'autre texte, les autres textes, c'est des textes qui viennent compléter et aller dans le même sens du message, ou ça donne un portrait de ce qu'est Domingo sur la vision de Domingo qui s'est, au fil des années, qui a bougé peut-être? Un peu les deux, je crois, parce que tu as l'ouverture du livre après la très belle préface de Laure Morali, qui donne un peu le contexte et qui décrit un peu en fait, la personnalité de Domingo et je dirais son impact et ses qualités poétiques qu'elle met de l'avant. On a un texte de prose presque documentaire, celui qui parle du collège Manitou et de la fermeture et de l'enracinement de Domingo au Macasa à l'époque. Donc ça, c'est, je dirais, l'aspect documentaire du livre. Après, on rentre dans le cœur du livre qui est le Codex Ferrus, qui est le corpus d'enseignement en quelque sorte. Et puis la sortie du livre, c'est des poèmes, mais et d'autres textes, pas que des poèmes, mais qui commencent avec un poème en 1963, NL Verde, qui était déjà annonciateur de tous les thèmes écologiques, des préoccupations environnementales de Domingo et de sa rage et de sa colère, en voyant à la fois la stupidité humaine et les conséquences pour l'environnement. Donc c'est souvent un réquisitoire aussi contre contre la folie et la stupidité du monde. Et arriver à le dire de façon poétique sans que ça soit simplement un crachat verbal, même si Domingo aime bien cracher quelquefois, je dis au sens symbolique du terme, c'est une exhortation aussi à se réveiller, à se prendre en charge. Il y a encore l'idée de responsabilité, et si quelquefois il est accusatoire, il est aussi un défendeur je dirais des valeurs qui vont nous permettre de survivre. Et quand tu parlais tout à l'heure de vie et de mort, et des deux sortes de mort, la mort qui est une impasse et la mort qui régénère, je crois que la seule chose qu'il nous demande de faire, c'est de plonger dans cette mort atroce, mais enfin, si on a à le faire, mais qui est parce qu'il faut qu'on en ressorte à l'autre bout et qu'on régénère et qu'on entraîne avec nous, qu'il y ait un effet d'entraînement pour les autres. Donc oui, c'est un bon choix, mais ça c'est surtout le choix de Laure Morali d'avoir sélectionné certains textes, ils n'y sont pas tous, mais d'avoir repris des textes déjà publiés et de compléter avec des inédits qui sont donc présentés au public pour la première fois. Donc d'une certaine façon, c'est le contraire du cynisme. On est tout à fait dans malgré la situation qui peut être désespérante, et puis Dieu sait que ça a mal commencé. Enfin, je pense au collège Manitou, mais c'était pas le début, c'était peut-être une pierre dans toutes sortes une vie assez tumultueuse, mais donc malgré tout, on est toujours poussé par la vie, puis on va vers la vie, mais avec la mort, mais d'une mort qui est régénère. Toujours à la vie comme à la mort, voilà, c'est ça, non? Les deux, c'est la même chose en réalité, non? Ouais. Domingo, je viens de voir qu'il y a une question qui nous est arrivée. Je vais la lire.
c'est écrit, vous avez dit que vous craignez l'arrivée d'un nouveau matriarcat. À mon avis, je pense que c'est pas ce que tu as dit, mais on on te demande d'élaborer là-dessus. C'est tout le contraire. Il faut se souvenir que les Premières Nations, surtout ici au Québec, pour aller pas plus loin, on était des matriarcats. Non? Avec la colonisation, on a perdu le pouvoir, les femmes, et a été relégué à les chefs. Et les chefs, malheureusement, on a eu des très, très bons chefs, mais beaucoup d'eux corrompus aussi. Achetés par les gouvernements fédéraux, payés, les donner l'alcool à volonté, etc. On connaît l'histoire, non? Et puis, je m'ai perdu. Excuse-moi, je m'ai perdu totalement. Où j'étais? Ben, en fait, ce que je Le peux juste matriarcat. préciser, c'est que le patriarcat. Le Pour patriarcat. donc, avec l'arrivée, disons, du patriarcat, on commençait les troubles. Non? Et maintenant, je vois, par exemple, pour aller pas plus loin, mais toutes des personnes que tous nous sont même nos amis, non? Je parle de Joséphine, de Natacha, de toutes les femmes qui viennent, et pas seulement ici au Québec, mais partout au Canada, non? Avec une force très forte dans les arts, de tous, les arts médiatiques, visuels, littérature, mais tout devient très fort, plus fort que les hommes. Et c'est ça que je souhaite que se développe plus et que même je souhaite un nouveau matriarcat. Parce que nous, les hommes, on a fini presque la planète. Non? Ouais. Oui, merci Domingo. Oui, ça éclaire. Il y a plusieurs questions, mais il y en a une qui parle, qui demande de préciser la guerre des fleurs. Donc, j'aimerais beaucoup vous entendre parler de la signification du titre La guerre des fleurs. Pourquoi choisir les fleurs particulièrement? Et ça, je pense que c'était choisi par Laure Morali, non? La guerre des fleurs. Non, était par, oui. Oui, mais Et à partir de quelques textes que j'avais écrits sur les plantes et que, bon, je ne sais pas exactement pourquoi et quelle autre raison, mais comme c'est pas si clair, c'est quoi la guerre des fleurs? La guerre des fleurs, ben, c'est la guerre de toute ma colère, disons, qui est dedans les livres, non? Mais je suis en train de finir un texte que ce serait le post-scriptum où les fleurs nous vont parler après avoir gagné la bataille contre les humains. Donc, je travaille ça comme pour une 12e édition de la guerre des fleurs. J'aimerais qu'on rende ce petit texte à la fin pour aussi expliquer cette vide de compréhension de guerre des fleurs, c'est quoi. Non? Donc, dans la 12e édition, si arrive un jour, je vais arranger ça. OK. Antoinette, on dirait que tu voulais rajouter quelque chose. Juste un tout petit détail, c'est que il y avait un texte de fiction que Domingo avait commencé d'écrire qui s'appelait La guerre des fleurs. Et il n'a pas été terminé, et donc le titre, par contre, nous plaisait beaucoup. Et Laure l'a attrapé au vol, en quelque sorte. Et aussi, c'était en lien avec un texte que Domingo avait écrit qui s'appelait Nous, Solidago, en référence à la Verge d'Or, un atelier de formation qu'on avait donné avec l'UQAM, avec Rachel Bouvet et le groupe de géopoétique, l'atelier atelier québécois, bref, de géopoétique, excusez-moi parce que je me souviens pas bien de. Et donc il y avait cette idée de révolte de la végétation contre la cruauté humaine et la destruction de la nature, mais vue du point de vue des fleurs.
Et je crois aussi, Mhm. Domingo, que tu avais un lien avec las guerras chichimecas, non? No, ça c'est autre chose. C'est las guerras floridas. Oui, c'est ça. El concepto de guerre de fleurs au Mexique était des batailles qu'on faisait les Aztèques pour contre autres nations, comme si on faisait le sport, on se donnait un rendez-vous, quelques camps de bataille, puis l'affaire était, on les appelait guerras floridas, parce qu'elles n'étaient pas pour tuer, mais pour faire des prisonniers. Et ces prisonniers, on enlevait le corps et on les mangeait pour avoir la force des autres. Ok. Ça, c'est aztèque, c'est pas bas. Ouais, ça, c'est les guerres de fleurs aztèques, guerras floridas. Mais il n'y a rien à voir avec ce livre ici, rien à voir. Non? Ok. On a peut-être une dernière, on reste juste 5 minutes peut-être pour une dernière question. J'aimerais entendre Domingo sur ta vision des différences entre notre système d'éducation et cette transmission dont il parle. Donc, quelle est ta vision des différences entre les deux systèmes d'éducation, un système d'éducation plus hiérarchique, puis celui qu'il y a dans ton livre? Qu'est-ce que tu penses de ces deux visions-là? Mais je pense que si je dis ce que je sens, la UQAM va me brûler vivant. Non, c'est... j'aime pas la spécialisation. Je ne crois pas que l'être humain doit être réduit à son 360 degrés angle de vision, le réduire à 3, 2, 5%. C'est bien si c'est bien pour eux-mêmes et les petites cliquets autour. Et en réalité, non, non. Et aussi, avec la spécialisation, la robotisation, l'automatisation de notre société, c'est une réduction de l'être humain, ce qu'on est en train de faire. Et moi, au contraire, il faut diversifier l'intérieur pour qu'il puisse survivre de différentes façons et survivre dans différentes formes dans le futur, non? Dans aujourd'hui et pour demain, non? Oui. Oui, c'est vraiment super. Oui, Et que c'est qu'il manque, disons, pour moi, dans l'éducation traditionnelle, c'est très bien parler de quelque chose et passer la connaissance étudiante, mais comme je dis, on dirait qu'il ne rend pas l'humain, mais qu'il rend un professionnel, un robot professionnel de nous-mêmes, que blablabla. Bla, 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 bla. Et puis, mais le côté humain, comme que c'est interdit même d'avoir une amitié avec un étudiant, quelque chose, non? C'est totalement absurde et inhumain. C'est pas humain, non? C'est pas naturel. Non, l'autre façon pour moi, je la trouve plus naturelle. Et aussi, je crois dans, comme je disais, cette diversification de nous-mêmes, ¿no? De avoir le pouvoir comme un artiste de la Renaissance, ¿no? D'être scientifique, artiste, poète, boucheron, un mort, n'importe quoi, ¿no? Mais être différent, ¿no? Et pas ce compartiment que nous sommes mis notre société moderne. Je ne sais pas. oui, c'est parfait. Merci, merci Domingo et Antoinette. Je vais laisser Sylvie conclure. Merci à toi. Merci, Bien merci. sûr. Ok. Oui, j'aimerais vous remercier beaucoup, beaucoup pour nous avoir partagé cet échange, ainsi que le savoir-faire et des valeurs qui soutiennent votre travail et la vie dans l'art, parce que c'est toute la vie qui est concernée, toute votre vie qui est concernée par ce travail-là. C'est fantastique. Moi, en tout cas, j'ai passé un magnifique moment. Merci beaucoup de tout ce partage-là.
Je vais donc tout de suite vous faire part à ceux et celles qui sont avec nous. Donc, la prochaine conférence ici va avoir lieu jeudi le 12 novembre en soirée de 18h à 19h. Et on va diffuser la rencontre lors de la table ronde, le désordre des choses, l'art et l'épreuve du politique. Et c'est une conversation entre Marie-Ève Charon, Stéphane Martelly et Thérèse Saint-Gelais, en collaboration avec la revue S. Au plaisir de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. À ce moment-là, le lien est aussi sur le site du programme ici.ucam.ca. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore à vous trois énormément. Et puis, bonne journée à tous, à toutes, plutôt bonne soirée. Et puis, au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Isabelle.